Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous ce matin. La salle est presque pleine. Ça veut dire que discuter ensemble de ce qu'un futur ouvert peut être est peut-être un bon sujet pour démarrer toute cette journée en votre compagnie. Ensemble, réfléchissons à comment construire un futur open. Open parce que c'est ouvert, parce que c'est ce que nous faisons depuis des années, et ensemble parce que Stronger Together, c'est vraiment le message qu'on utilise et sur lequel on s'appuie depuis toujours, depuis le début de l'existence de Red Hat. C'est comme ça qu'on a conçu notre métier. Ça se fait avec nos clients, avec nos partenaires et dans un environnement de communauté. Et pourtant, elle tourne. C'est une phrase que vous connaissez tous, qui est une phrase qui a été attribuée à Galilée. Est-ce qu'il l'a vraiment prononcée ou pas? C'est une autre affaire. On la lui attribue depuis plus de 200 ans. Elle figure sur un tableau et il a été obligé de la prononcer pour se rétracter par rapport à ce qu'il avait imaginé, c'est-à-dire défier le statu quo, défier un monde qui était géocentrique pour en faire un monde héliocentrique. Et bien entendu, il ne s'agissait pas seulement de parler d'une découverte scientifique. Il s'agissait de remettre en cause un état établi, une chose établie, à savoir des relations sociales, des lieux de pouvoir. Et bien entendu, s'il a été amené à se rétracter, c'était parce que ça dérangeait énormément de se dire qu'au-delà de ce monde dogmatique, de ce monde autoritaire qu'imposait à l'époque le pouvoir, et notamment le pouvoir religieux, si on ouvrait cette possibilité-là, on allait vers un monde qui laissait la place au doute, un monde qui laissait la place à l'esprit critique, un monde qui laissait la place à la raison, et qui ouvrait finalement, potentiellement, une ère beaucoup plus démocratique. Il a fallu du temps pour y arriver. Donc, ce qu'a fait Galilée il y a quelques années, c'est peut-être ce que nous avons à faire et ce que nous avons fait en partie avec Red Hat, dans des proportions moindres, mais malgré tout, par rapport à cette industrie du logiciel. Le monde géocentrique, c'est un peu le monde propriétaire, et le monde héliocentrique, c'est un peu le monde open source. C'est un monde qui laisse la place à l'innovation. C'est un monde qui laisse la place à des questions. Alors, l'innovation, on en parle beaucoup, je vais en parler moi-même un petit peu plus tard. On en parle beaucoup, ça peut devenir une tarte à la crème, dans un monde qui est le nôtre, qu'on pourrait un petit peu regarder comme s'il était atteint de tachycardie par rapport à toutes ces innovations technologiques. C'est un monde qui nous amène des choses meilleures, qui comportent des risques également. Cette innovation, elle nous arrive par vagues, très rapides, et on n'est même pas tout le temps capable d'expliquer à nos collègues ou à nos enfants exactement à quoi ça sert, toute cette innovation. Le monde dans lequel nous sommes est un monde avec des possibilités illimitées. L'ouverture apportée par la transformation numérique des métiers nous permet d'envisager la transformation de pratiquement toutes les activités de la société. Non pas les sociétés économiques, mais la société dans son entier, les pays. Galilée, en son temps, a été l'utilisateur, d'une certaine manière le précurseur, avec d'autres, de la méthode scientifique. Il a observé. De ces observations, il a déduit certaines hypothèses, ou il a formulé certaines hypothèses. Il a cherché à matérialiser ces hypothèses. Il a ensuite recueilli des données en grande quantité. Ça ne s'appelait pas du big data, mais ça en était. Il a ensuite, à partir de l'analyse de ces données, formulé un certain nombre de conclusions et il les a partagées. Il les a communiquées. C'est exactement ce que le monde scientifique aujourd'hui fait. Il communique, il échange.
Et ensuite, il a recommencé ses expérimentations. Cette méthode scientifique, on peut s'en servir. Beaucoup d'entre vous ici sont certainement dotés d'un bagage scientifique, mais on n'est plus, pour beaucoup d'entre nous, des mathématiciens ou des physiciens. On est des professionnels de l'entreprise. On est amené à utiliser, à faire effet de levier sur des technologies nouvelles, extrêmement disruptives, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans les années passées. La réalité, c'est qu'on se pose la question de savoir comment ces technologies vont pouvoir nous aider à travailler différemment. Il y a eu d'autres partisans de cette méthode scientifique, évidemment, qui s'est affinée jusqu'on pourrait dire de nos jours à la relation entre les communautés et les entreprises qui font de ces produits développés à travers, avec les communautés, des produits compatibles d'un usage en entreprise. Notons que la science s'intéresse essentiellement au comment plutôt qu'au quoi ou au pourquoi. Le pourquoi, c'est un peu la philosophie, l'aspect philosophique de notre métier. Chez Red Hat, on a beaucoup utilisé ça dans le passé. On avait mené une action à partir des ressources humaines où chaque employé de Red Hat a eu, sur une période d'une année à peu près, c'est la durée du projet, a eu la possibilité d'exprimer sa réponse à « Why Red Hat ?» Pourquoi est-ce qu'on travaille, chacun d'entre nous, chez Red Hat? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à notre écosystème de partenaires avec lesquels nous sommes en relation quotidiennement? Mais ce n'est pas le domaine scientifique. Le quoi non plus n'est pas le domaine scientifique. Le quoi, c'est plutôt le domaine de la direction générale. C'est plutôt le domaine de la direction de projet également. C'est comment on met en place des processus, comment on mesure l'efficacité de ces processus pour répondre aux enjeux que l'entreprise a. Et vient ensuite le temps du comment. C'est là que s'exerce la communauté scientifique. C'est le temps de l'action. Les scientifiques agissent. Ils organisent leur travail pour apporter des réponses à des problèmes posés. Donc, la communauté scientifique s'intéresse beaucoup au comment. Et au comment les entreprises vont pouvoir répondre à des enjeux nombreux, nouveaux, et qui viennent de plus en plus fréquemment sur les tables de réunion en vue d'y apporter des solutions. C'est important que la science s'intéresse au quoi, parce que c'est ce qui fait la connexion avec l'innovation. Innover n'est pas inventer. Innover, étymologiquement, c'est in novare, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau, novare, dans quelque chose de déjà établi. Donc, innover, ça va consister évidemment à faire en sorte qu'on profite de la créativité des équipes que l'on a, que l'on profite des idées, que l'on profite des nouvelles choses que peuvent apporter les équipes. Mais à ça, il faut y rajouter le fait que ces idées créatives vont trouver une réalisation concrète et ensuite une réalisation qui corresponde aux attentes des citoyens, s'il s'agit du service public, ou des consommateurs ou des utilisateurs, s'il s'agit du monde plus commercial de notre activité. Donc, innover n'est pas inventer, mais innover nécessite de l'invention. Le vrai challenge, en réalité, ce n'est pas d'innover, parce que finalement, en étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous des professionnels de nos métiers, on a cette perception de ce qu'il faudrait faire pour être plus efficace, pour être plus économe, pour être plus proche du besoin des clients. La difficulté, c'est d'innover à grande échelle. La difficulté, c'est de faire en sorte qu'on passe de l'individu à un groupe, à une entreprise, voire, si on veut être plus ambitieux,
un peu comme l'était Galilée dans sa démarche, voire de transformer les sociétés, pas les sociétés commerciales ou industrielles, mais les sociétés civiles dans lesquelles nous vivons. Et open source nous donne cette possibilité-là. Mais pour innover, il ne suffit pas de le décréter. Pour innover, il faut avoir d'autres arguments. Beaucoup de dirigeants, au cours des dernières années, ont adopté cette idée qu'il était nécessaire pour eux, pour leurs entreprises, d'innover. Parfois un petit peu sous une forme caricaturale, parfois sous une forme anxiogène. Il faut absolument innover. Mais ça ne se décrète pas, l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui doit mûrir dans l'entreprise. C'est quelque chose qui suppose qu'on soit organisé pour ça. C'est une culture. Ce sont des valeurs. Ce sont des méthodes. Donc, si l'innovation, au niveau de certains dirigeants, peut, en fin de compte, se traduire par un selfie que le dirigeant va faire devant un poster ou devant un groupe de gens en disant « voilà, l'entreprise innove », on n'aura vraiment pas atteint l'objectif. Innover, c'est aussi quelque chose qui se fait dans la durée. Il y a de nombreuses innovations qui ont été mises sur le marché ou communiquées, mais que les entreprises n'ont pas su ensuite utiliser et faire un effet de levier avec ceci. Vous savez tous, par exemple, que le transistor, quelque chose qui est partout autour de nous, sous une forme plus évoluée aujourd'hui, a été inventé par les laboratoires Bell, à la demande ou mandaté par AT&T. Et ensuite, il leur a fallu 10 ans pour produire le premier produit, la première solution qui utilisait ça. Entre-temps, Sony, qui n'avait pas inventé les transistors, avait déjà mis sur le marché des produits utilisant cette technologie. Donc, la notion d'innovation, c'est des idées, de la création, une aptitude à faire ça. C'est une aptitude à transformer l'essai ensuite pour en faire quelque chose d'utilisable, et quelque chose d'utilisable dans la durée. C'est aussi une manière de penser, une manière de s'organiser. Innover implique un changement fondamental dans nos méthodes de travail. Alors parfois, on a un petit peu ces injonctions quand on est en présentation pour dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Et puis ensuite, au quotidien, on doit se colter avec la réalité des difficultés d'un existant qui n'est pas toujours aussi agile que ce qu'on voudrait, de vraiment avoir à faire, comme on dit parfois, garder les lumières allumées pendant qu'on innove. Et souvent, l'essentiel du temps, de l'énergie, des budgets est consacré à garder les lumières allumées pour qu'au moins ça continue à marcher, et on n'a plus vraiment le temps de l'innovation. Alors si aujourd'hui je dis que l'innovation implique un changement fondamental, c'est aussi parce que notre environnement a changé. Quand on regarde l'environnement qui était celui représenté ici par un graphique très hiérarchisé, top-down à gauche, et qu'on voit à droite une vision un peu plus éclatée de notre environnement, qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé, c'est que très probablement, dans cette assistance, si on faisait un sondage, la plupart d'entre vous, moi y compris, on aura travaillé à la fin de notre parcours professionnel pour 5, 6, 7, 8, 9, 10 entreprises. Et on aura peut-être travaillé en France, à l'étranger, en région, à Paris. On aura travaillé dans des entreprises diverses, avec leur culture, avec leur méthodologie, avec leur savoir-faire. Et en fait, ce qu'on représente, c'est une personne mobile, imprégnée d'une multitude de savoir-faire. Quand j'ai commencé ma carrière, au tout début, ça n'a pas duré longtemps, mais il n'était pas rare que j'assiste à des réunions de remise de médailles à des gens qui avaient travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans dans la même entreprise, dans le même environnement, avec la même méthodologie, gouvernance, pendant 40 ans. Bien sûr, ils avaient évolué, mais ils étaient dans le même cadre. Ceci a profondément changé aujourd'hui. La deuxième chose qui a profondément changé, c'est le réseau d'universités.
les universités communiquent beaucoup plus qu'auparavant. Ça a toujours été une caractéristique des scientifiques, et notamment des universitaires, d'échanger leur rôle, d'échanger des résultats d'études, de publier. C'est un grand sport dans le monde universitaire, la publication. Mais c'est quelque chose qui s'est développé énormément à travers des réseaux d'universités multinationales. Et l'autre chose qui a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années, c'est la présence dans notre écosystème des venture capitalistes. Ces gens-là apportent des moyens pour procéder au développement de ce qui a été recherché par ailleurs. Les venture capitalistes ne s'intéressent pas à la recherche. Ils s'intéressent à développer ce qui provient de la recherche. Ce contexte-là est complètement différent de ce que le contexte dans lequel on opérait il y a une vingtaine d'années pouvait être. Et donc, ceci a une influence sur la manière dont nous décidons des tâches à effectuer, de comment il faut s'organiser pour les effectuer, de comment nous allons interagir et collaborer entre nous dans l'entreprise et au-delà, de manière à aboutir à des choses qui soient, parce qu'aujourd'hui ça fait partie de notre manière de penser, à des choses qui soient plus justes et plus faciles et plus disponibles pour un public plus large. Red Hat a évolué dans ce contexte depuis toujours. Red Hat et l'open source, ça fait 25 ans que Red Hat innove à l'aide de logiciels open source et de pratiques d'entreprises ouvertes. On a utilisé la méthode scientifique, on a beaucoup observé, on s'est inspiré de ce qui existait déjà et on est passé à des étapes supplémentaires. Je pense que Red Hat est un bon exemple de changement fondamental que l'innovation open source peut apporter. Notre propre modèle, qui est souvent un sujet de discussion lorsque je rencontre les clients et les décideurs informatiques, est un sujet de discussion. C'est vous, Red Hat, comment vous faites? Red Hat n'a pas inventé tout cela. Red Hat, au départ, a bénéficié du travail des pionniers. Les pionniers qui avaient commencé à développer des logiciels dans un modèle, je dirais, défiant le statu quo. Donc, ces gens-là ont créé des logiciels, ont créé des pratiques, ont créé des méthodes dont nous nous sommes inspirés au démarrage. Ensuite, nous avons nous-mêmes contribué au travail de ces pionniers, nous avons contribué au travail des communautés, et puis nous avons pensé que ces produits-là pouvaient être, moyennant leur préparation pour un usage en entreprise, utilisés y compris dans des situations d'application et d'usage critique. Et puis nous avons valorisé ce travail-là pour aujourd'hui faire en sorte que les solutions open source sont devenues incontournables. Elles sont pérennes. Elles ont démontré que lorsqu'il y a des problèmes, la réactivité, la vélocité avec laquelle les entreprises dans l'open source peuvent répondre à des problèmes techniques est sans comparaison beaucoup plus rapide que ce qui peut venir d'un monde propriétaire. Pour des raisons, je dirais simplement d'organisation. Ce n'est pas qu'on est meilleur, c'est le modèle qui nous permet d'être meilleur. Au cœur de ces solutions, on va trouver l'innovation, évidemment, on va trouver la sécurité également. Et on va pouvoir montrer que ces solutions sont pérennes parce qu'elles ont démontré sur une période de 25 ans que la stabilité était presque, de manière presque paradoxale, était presque un élément fondamental de tout ce qui se fait en open source. Quelques chiffres. Ces chiffres montrent que près de 90% des décideurs informatiques pensent que open source occupe une position stratégique, open source occupe une position stratégique dans leur système informatique, que ce soit dans la partie infrastructure ou que ce soit dans la partie applicative. Près de 60% des décideurs informatiques pensent que l'usage des solutions informatiques open source
va s'accroître dans les prochains mois, et 68% déclarent que c'est déjà une chose qu'ils ont constatée au cours des mois passés, l'empreinte, la présence, l'espace occupé par les solutions open source grandit, et grandit plus vite que sur les solutions différentes. Les logiciels open source, comme je l'ai dit, ont prouvé leur pérennité grâce à un travail considérable des communautés auxquelles nous participons, et nous participons grandement, et grâce au travail également des éditeurs de logiciels, dont nous sommes, puisque au-delà du développement, il faut ensuite certifier, tester, supporter dans la durée et dans la longue durée ces solutions pour qu'elles soient compatibles de cet usage en entreprise. Donc vous le comprenez, open source, c'est du code évidemment, c'est à ça qu'on associe open source. On se dit, si c'est un logiciel open source, le code est disponible, c'est un fait, c'est une réalité, c'est comme ça que nous opérons, mais c'est beaucoup plus que ça. Open source, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des choses auxquelles nous croyons. Quand nous disons, par exemple, que Red Hat va contribuer à telle communauté ou à tel projet, nous le faisons. Chez Red Hat, c'est une de nos valeurs, c'est le commitment. Ça fait partie des 4 valeurs, avec freedom, courage et accountability. Donc c'est une valeur. Quand on dit qu'on va contribuer et qu'on va prendre les meilleures idées d'où qu'elles viennent et de qui que ce soit qu'elles viennent, c'est une mise en œuvre d'une valeur de méritocratie. C'est la meilleure idée qui triomphe. Ce n'est pas l'idée qui vient d'en haut ou qui vient du sachant. Les sachants, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Les sachants, ce sont nos partenaires, ce sont nos consultants, nos avant-ventes qui parlent avec vous, les clients ou les partenaires, intégrateurs, ISV, etc. et qui au quotidien vont comprendre, vont entendre ce qui se dit, quels sont les enjeux des utilisateurs, les enjeux en termes de développement, les difficultés techniques, et qui vont être en mesure de revenir avec une richesse incroyable. C'est ça la méritocratie, c'est de dire, ce sont ces gens-là, nos collaborateurs, nos associates, comme on dit chez Red Hat, qui amènent cette richesse, et aussi nos partenaires. Comment travaillons-nous ensemble? Au fil des années, on a développé 2 choses. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a développé l'Open Source Way, essentiellement basé sur cette idée de collaboration, de partage. On contribue, on récupère, on bâtit là-dessus, on va un peu plus loin. C'est un cercle vertueux. Plus récemment, il y a 3-4 ans, notre président, Jim Whitehurst, a publié, il a formalisé finalement ses nombreuses années à la tête de l'entreprise en s'inspirant de l'expérience qu'il avait lui-même eue chez Red Hat. Et il a écrit un livre sur l'open organisation. L'open organisation, d'une certaine manière, pour faire court, c'est basé sur le fait qu'une structure qui produit de la richesse est une structure qui s'inspire d'abord des gens qui la constituent. Donc c'est plutôt du bottom-up. C'est plutôt en travaillant avec les consultants, avec les avant-ventes, comme je l'ai dit, avec les sales specialists, etc., etc., qu'on va définir ce qui paraît le mieux correspondre à la fois à la capacité des produits et aux attentes des clients. Donc c'est ça l'open organisation. C'est quelque chose qui va libérer le potentiel. Si on devait faire cette présentation en anglais aujourd'hui, on dirait « unlock the potential ». C'est exactement ça. Ce qui nous guide au quotidien chez Red Hat, et plus généralement dans le monde open source, c'est de faire en sorte que tous les talents, toutes les possibilités qui existent dans les entreprises soient libérées, que toute cette richesse qui est là trouve une matérialisation. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? On pourrait dire, est-ce que Red Hat a trouvé une formule magique? Non, on n'a pas trouvé de formule magique. Si on travaille comme ça, c'est juste qu'à l'expérience, ça marche. Quand on pose la question à nos clients, pourquoi vous utilisez des solutions open source? Pourquoi faire?
Ils nous disent, si je veux migrer mon infrastructure, si je veux développer en méthode agile des applications, des microservices, si je veux containeriser, si je veux passer à du DevOps, si je veux être capable d'intégrer de manière ultra rapide toutes ces innovations qui arrivent tous les jours, partout, dans cette grande communauté, open source est la seule solution. Et quand on leur demande les raisons plus, je dirais, matérielles pour lesquelles ils font ça, ils nous disent parce que c'est très sûr, parce que je peux réduire mon coût total de possession, et parce que c'est relativement plus simple, parce qu'on peut compter sur l'entourage, on peut compter sur tout ce qui se fait en dehors de l'éditeur de logiciels, l'écosystème. Donc, pour arriver également à tirer le meilleur parti de ces communautés, de cet environnement, il y a deux facteurs qui sont importants. Le premier facteur, c'est la diversité, et le deuxième facteur, c'est l'inclusion. Les quelques chiffres que vous voyez là indiquent, mais il y a plein d'études sur le sujet, indiquent que dès l'instant où les équipes sont pluriculturelles, pluridisciplinaires, intègrent des hommes et des femmes, elles montrent que dans 87% des situations, les équipes inclusives prennent de meilleures décisions. Elle nous dit aussi, cette étude, que lorsque les décisions sont prises et exécutées par des équipes construites dans la diversité, 60%, on obtient 60% de plus de résultats. Et elles nous disent aussi, ces trois exemples, que paradoxalement, même si la parole est ouverte, dans les organisations ouvertes, inclusives, en réalité, les décisions se prennent 2 fois plus vite. Et avec ça, on devrait être tous très contents, puisqu'on passe trop de temps en réunion, c'est ce que j'entends partout, et si on peut décider plus vite, c'est du temps qu'on ne passera pas en réunion. Vous l'avez vu, vous l'avez tous entendu à la radio, j'imagine, ce matin. Le prix Nobel d'économie a été décerné cette nuit ou ce matin. Il est décerné à une équipe pluriculturelle, des Américains et une Française. Il est décerné à des hommes et à une femme. C'est la 2e fois seulement qu'une femme est distinguée dans ce prix Nobel d'économie. Et c'est la plus jeune personne qui ait jamais été distinguée. Donc, j'ai envie de dire que cet événement tout à fait conjoncturel apporte un petit peu d'eau à mon moulin, qui consiste à dire que diversité et inclusion sont facteurs de grandes réalisations. Alors, ceci ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Le comment auquel on a été capable de répondre hier ou avant-hier ou le mois dernier, on n'a pas trouvé la solution définitive. On a une solution à l'instant donné. Mais l'environnement change tellement vite, les innovations arrivent tellement vite, les clients, les utilisateurs, les citoyens sont tellement demandeurs d'évolution qu'un nouveau comment doit être, ou la réponse à un nouveau comment doit être apportée. J'ai pris 2 exemples pour indiquer la manière dont on répond à ça chez Red Hat. Le premier, c'est Collab, et qui va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Collab consiste à inviter des collégiennes, donc des jeunes filles, et des jeunes filles qui sont adolescentes, avant même qu'elles forment l'idée de ce qu'elles veulent devenir et dans quel métier elles veulent travailler, pour qu'elles viennent travailler sur des projets très pratiques, expérimenter ces notions d'inclusion et de collaboration et de diversité, et se rendre compte que ces métiers de l'informatique, et notamment à travers la numérisation ou la digitalisation de ces métiers, peuvent être des métiers de futur pour elles. Il est, pour nous, chez Red Hat, il est totalement incongru d'avoir tous les jours sous les yeux cette situation, si je prends le cas de la France par rapport au système scolaire, d'avoir grosso modo dans les classes de terminale scientifique 50% de filles et 50% de garçons, et sitôt le bac, de tomber à des proportions de 80-20. 80% de garçons, 20% de filles. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui justifie cette chose-là. Donc avec Collab, nous essayons de sensibiliser à nos métiers, aux métiers de l'informatique, plutôt les jeunes filles. Le deuxième exemple que je prends, c'est aussi celui des Open Innovation Labs. Les Open Innovation Labs
ce sont des espèces de séminaires d'insertion, je dirais, où nous définissons avec un client un sujet à traiter, le temps qu'il faudra pour le traiter. Nous apportons nos experts, on travaille en commun avec nos clients et à l'issue du temps que nous avions validé au démarrage, un résultat tangible. Ce n'est pas de la formation, ce n'est pas de la réflexion simplement, c'est un processus qui vise à produire quelque chose. Voilà un petit peu comment nous pouvons travailler ensemble différemment et c'est ce que nous proposons. Red Hat peut vous aider soit sur le court terme, soit sur le plus long terme. Sur le court terme, vous avez probablement déjà des projets qui sont en cours sur lesquels peut-être on pourrait agir comme catalyseur avec nos partenaires, je les cite régulièrement parce qu'ils sont clés dans la manière de penser que nous avons, vous aider dans le court terme à peut-être encore mieux optimiser les projets que vous êtes sur le point de lancer ou que vous avez lancés récemment, en apportant l'expérience et le savoir-faire que nous avons de par notre multitude de clients. Par exemple, mettre en œuvre RHEL 8 ou OpenShift 4, pourquoi pas, c'est des choses très concrètes. Ces deux produits ont été annoncés au Summit au mois de mai et on pense qu'il y a beaucoup à gagner à leur mise en place. On peut aussi vous aider à préparer demain. Je suis certain, par rapport aux conversations que j'ai avec les CIO, que de nombreuses entreprises présentes ici ont des projets de move to cloud. C'est un petit peu l'expression consacrée. Je suis certain que vous vous interrogez sur une stratégie hybride, vous vous interrogez sur une stratégie multi-cloud, vous vous demandez ce que l'intelligence artificielle, les résultats issus des analyses de données big data, le machine learning peuvent apporter à vos métiers, à vos entreprises, aux produits, aux solutions que vous allez proposer. On peut vous aider avec notre groupe de partenaires, notre écosystème, à réaliser ce genre de choses et à vous accompagner sur ce chemin, semé d'embûches, mais très prometteur. Donc, si aujourd'hui, vous avez sur vos projets déjà validés ou dans vos têtes des projets qui font appel à ces nouvelles solutions dont la plupart des solutions innovantes viennent du monde open source, alors vous pouvez compter sur nous et sur nos partenaires. Nous sommes là, ils sont là toute la journée pour vous servir et ils seront très heureux, nous serons très heureux de discuter avec vous de ces projets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup de votre attention.